Bonjour et bienvenue sur le plateau des grands entretiens d'Images et Droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation. François Molins, bonjour. Bonjour. Alors, on va pas se mentir, vous êtes le magistrat le plus connu de France. Alors, non pas, non, mais pas du tout parce que vous êtes vous cherchez les médias, mais parce que ce sont plutôt les médias qui vous cherchent. Les médias qui vous cherchent parce que vous avez incarné la figure de la justice pendant une période qui était une période tragique de notre histoire contemporaine. Et c'est à cela que nous devons le fait que les Français nous connaissent, et ça n'est pas du tout parce que vous cherchez à vous faire connaître. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous entendre, vous l'homme, vous le procureur, et puis vous le grand magistrat, sans doute avec une vision de la justice, et je vous propose que cet entretien suive ce rythme et cette temporalité. Portrait, nous savons tous qui vous êtes, mais qui êtes-vous en vrai? En vrai, en vrai, je ne veux pas me définir par rapport à ma fonction. Moi, je dirais que je suis moi, François Molins, avec mes qualités et mes défauts. Parce que j'ai aussi des défauts. Bon, les qualités. Bon, les qualités, c'est difficile d'en parler. Non, je pense que je suis quelqu'un de... Je crois beaucoup à la valeur travail. Donc, je pense que c'est une qualité de travailler beaucoup et de bien travailler, et de travailler vite. Et puis je pense que je suis quelqu'un qui a des convictions et que je suis engagé, quoi. C'est-à-dire je crois à ce que je fais et quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Voilà. Après, bon, il y a sûrement d'autres qualités comme tout le monde. C'est un peu l'image qu'on avait de vous et vos défauts, parce que ça, on les a pas vus. Alors j'en ai un qui peut être une qualité, parfois, mais qui est quand même, je pense, globalement plus un défaut, c'est l'impatience. Alors des fois c'est une qualité parce que ça donne du rythme et puis bon, les collègues qui travaillent avec moi me connaissent là-dessus, hein, ils savent comment je fonctionne. C'est quand même un défaut au bout du compte parce que ça peut vous conduire à des fois faire trop vite et quand on fait trop vite, on peut se tromper. Donc ça c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. Et alors, avant de préparer cette interview, on évoquait, vous disiez que vous êtes parisien, provincial, et vous m'avez dit, ah non, non, moi je suis provincial. Alors vous venez d'où? Et est-ce que vous pensez que dans votre carrière, cette origine a une incidence? Oui, oui, il y a une incidence. Alors moi, effectivement, je suis provincial, hein, j'ai des racines catalanes, et j'ai fait mes études à Toulouse, chez les Jésuites, puis je suis allé à l'université de Perpignan, une petite université à l'époque, qui était un centre universitaire à l'époque, et j'ai toujours, c'est une racine que je revendique, parce que on est des fois un peu, je vais me mettre à dos état de parisien, on est des fois un peu écrasé par Paris, on a l'impression que tout ce qui se fait de mieux se fait à Paris. Ben non, il y a des choses très bien qui se font en province. Et puis, pour ce qui est judiciaire, la taille des cours et des tribunaux en province est quand même beaucoup plus à taille humaine, donne un cadre de travail qui est différent. Et moi, je fais partie de ceux j'ai résisté à Paris pendant 22 ans. C'est-à-dire pendant 22 ans, j'ai eu à plusieurs reprises des propositions pour venir à Paris, avec des possibilités d'avancement très intéressantes au niveau carrière. J'ai toujours refusé. C'est-à-dire, j'ai dit non jusqu'au jour où j'ai pu dire non et j'ai été obligé de venir. Et j'ai été obligé, en fait, j'ai fait le saut assez tard, hein, c'était en 2001, quand je suis venu à Paris pour être directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces. Mais vous faites le saut. Obligé, pas obligé, enfin évidemment il y a un moment où les choses se font naturellement. Est-ce que ce qui s'est passé avant a eu une incidence sur la façon dont vous avez agi après? Autrement dit, ce que vous avez fait en province a eu une incidence sur oui, parce que ça renvoie à ce que j'indiquais tout à l'heure, la taille des parquets dans lesquels j'ai travaillé, qui étaient des parquets à taille humaine, souvent moyens ou petits, m'ont permis de en fait, je suis un généraliste à la base. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé dans les unités petites ou moyennes qu'au niveau du parquet, je savais tout faire. Et ça m'a considérablement enrichi et ça m'a beaucoup servi pour les fonctions plus importantes et plus prestigieuses que j'étais amené à exercer par la suite. Donc je pense effectivement que ça a influé sur la qualité de la formation dont j'ai pu bénéficier. Alors, du coup, on commence à avoir une petite idée de votre parcours. On revient au départ. La magistrature, c'est une vocation? Non.
Non, absolument pas. Le droit n'est pas une vocation, j'aurais pu faire autre chose. Il s'est trouvé que j'étais pas un matheux, mais j'aurais pu être attiré par la médecine, par l'armée. Mon père et mon grand-père étaient médecins militaires. Je suis allé en droit parce que, j'allais dire presque un peu par défaut, mais c'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Et puis très rapidement, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. Donc j'ai procédé par élimination. C'était plutôt le droit privé que le droit public. Puis je me suis posé la question de savoir, dans le droit privé, est-ce que j'allais être avocat? Est-ce que j'allais être magistrat? Est-ce que j'allais exercer une profession privée? Est-ce que j'allais poursuivre dans l'enseignement? Alors assez vite, j'ai éliminé l'option avocat. Alors je vais vous dire pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui incarnait l'indépendance à laquelle je crois et à laquelle j'aspirais. Parce que je pense que j'aurais mal géré le rapport avec le client. J'avais pas envie de me trouver dans des situations dans lesquelles, pour défendre quelqu'un, j'avais envie de dire, j'aurais été amené à dire des choses qui correspondaient pas véritablement à cette exigence de vérité et de loyauté vis-à-vis d'une cour ou d'un tribunal. C'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Tout comme je pense que j'aurais été mal à l'aise avec le rapport au client pour la fixation de l'honoraire. J'aurais pas été à l'aise du tout avec ça, donc je l'ai éliminé. Et je pense qu'il y a dans le choix que j'ai fait, certainement, une exigence de... Alors je ne veux pas dire que les avocats ne le sont pas, mais des exigences particulières en termes de vérité et de loyauté. Et donc du coup, j'ai opté pour ce métier de magistrat. Ça vous laissait le choix entre le professorat ou la magistrature. Mais j'ai décidé de passer le concours. C'est le seul concours que j'ai passé dans ma vie. Je l'ai eu. Et si je ne l'avais pas eu, j'aurais continué, j'aurais essayé d'être professeur d'université. Parce que l'enseignement est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je sais. Non, je rigole. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai toujours aimé le contact avec les étudiants. Ça, on le sait. Alors, du coup, vous démarrez, donc j'imagine, peut-être pas à Perpignan, mais enfin, vous débutez votre carrière. Carcassonne, pas très loin. Carcassonne, ok. Donc, on est dans le sud. À une époque compliquée, puisque c'est la grande époque de la crise viticole. Oui. On ne sait pas trop, ça parle pas trop ici, mais avec des affrontements très violents entre viticulteurs et policiers, ça a duré des années. Et également les questions peut-être de terrorisme, non, le terrain. Non, pas encore. Ça n'a pas encore. Les deux événements majeurs au début, sur ces 7 premières années de fonction, c'est la crise viticole et tous les problèmes d'ordre public et de judiciarisation de l'ordre public, et des affaires économiques et financières à cause de la crise économique d'un secteur très particulier qui est la Haute-Vallée de l'Aude, avec des grosses entreprises, avec des centaines d'emplois qui ferment les unes après les autres. Et quel est le rôle alors du procureur, que vous êtes déjà, j'imagine? On apprend son travail. C'est un petit parquet à 3, donc on apprend à faire de tout. Et puis moi, j'avais une spécificité, c'est que j'étais en charge d'affaires économiques et financières. Alors Carcassonne, c'est pas grand-chose, mais à l'époque, j'avais 3 tribunaux de commerce. Et je suivais toutes les audiences des 3 tribunaux de commerce sur les procédures collectives. Ça m'a beaucoup appris. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que déjà le procureur que vous étiez avait un rôle social dans ces crises? Moins qu'aujourd'hui. Moi, l'époque dont je parle, donc c'est 1979, donc c'est il y a très longtemps. On ne parle pas encore de politique pénale, hein. Elle est même, j'allais dire, assez absente du travail au quotidien des parquetiers. D'ailleurs, on parle à l'époque de politique d'action publique, ce qui est tout à fait différent. C'est encore l'époque où il y a des instructions. Les choses ne sont pas... C'est un peu le Moyen-Âge par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où il y a une conception du ministère public qui est quand même assez différente de celle qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y a pas, j'allais dire, cette prégnance effectivement du rôle social, qui a pu être donné de plus en plus aux magistrats ces 20 dernières années. À l'époque, on n'en est pas là. Alors, ça, on y reviendra sur le rôle social, surtout quand on vous parle à vous, dans les conditions qui ont été celles dans lesquelles vous avez exercé vos fonctions à Paris. Avant de venir à Paris, vous faites un parcours par les ministères, enfin, assez tard, hein, encore une fois, moi j'ai écumé toutes les fonctions du ministère public. 7 ans substitut. Après, mon rêve c'était d'être procureur. Donc j'étais mobile géographiquement, j'étais procureur à Montbrison 2 ans, puis procureur à Villefranche 3 ans. Après j'ai été appelé, on m'a proposé un poste à risque que j'avais pas demandé, que j'ai accepté en Corse, comme adjoint du procureur général de l'époque, qui était Jean-Louis Nadal, là aussi dans des époques très troublées, où j'avais en charge toute l'action publique en matière terroriste, économique et financière et crime organisé. J'ai passé 3 ans, puis je suis revenu à Lyon, cour d'appel,
puis tribunal. Et c'est donc en 2001, donc 22 ans après le premier poste, que je vais faire le saut et partir en administration centrale au ministère de la Justice. Vous étiez en Corse, mais peut-être la question s'est-elle posée après. Est-ce que vous avez craint pour votre vie? Non, mais parce que j'étais pas exposé dans la mesure où j'étais pas le chef du parquet général. Par contre, effectivement, le procureur général était exposé et sa sécurité à l'époque, il n'était pas du tout protégé. Effectivement, pouvait constituer un problème, compte tenu du degré de violence qu'il y avait dans l'île à l'époque. Quelles ont été vos expériences les plus marquantes? On se doute qu'il y en a une plus forte, mais... J'en mettrai deux très différentes. S'il faut faire des choix, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, mais s'il fallait en choisir deux, je choisirais celle de Bobigny d'abord, où je suis resté presque 5 ans, avec l'expérience des violences urbaines d'octobre 2005, qui ont conduit à la proclamation de l'état d'urgence. Par le président de la République, et puis après les crises terroristes de Paris avec la gestion de tous les attentats terroristes à partir de la Fermera jusqu'aux grands attentats de 2015-2016 et en fait ce qui a continué après. S'il fallait choisir, je mettrais ces deux expériences-là au-dessus des autres. Et qu'est-ce qui vous marque le plus dans ces expériences? Je ne sais pas si ma question est précise, mais au fond on se dit ça va marquer, mais ça va marquer pourquoi? Bon, la personne... si vous voulez, ça m'a marqué pour deux raisons. D'abord sur une dimension personnelle et puis une dimension professionnelle. La dimension personnelle, c'est la dimension anxiogène de ce genre d'événement, qui est extrêmement forte, où on a l'impression d'être prisonnier d'une spirale d'événements qu'on ne maîtrise absolument plus et qui conduit à se demander si ça s'arrêtera un jour et si on en sortira. Et ça, c'est quelque chose c'est une pression extrêmement forte, hein, qui vient directement de l'événement. Et puis après, sur le plan professionnel, c'est la dimension de challenge, hein, savoir est-ce qu'on va professionnellement être capable de trouver les bonnes réponses et les bonnes organisations pour effectivement bien incarner et tenir son rôle, hein, dans la réponse judiciaire qu'on va avoir à apporter à ces événements. Et ça, donc en fait, c'est très fort pour ces deux raisons. Peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais quand vous preniez la parole pendant toute cette période d'attentats, je pense que pour tous ceux qui vous ont écouté, vous avez été l'incarnation de ce que ces questions seront d'abord traitées judiciairement. Et je pense que en fait, c'est probablement cela qui a le plus marqué, c'est qu'on a dit cette affaire-là sera traitée judiciairement, donc il n'y aura pas de vengeance. Donc, bien sûr. Donc l'appel civil sera... Et ça, vous l'aviez réfléchi avant de le faire, ou ça s'est fait naturellement? Alors on a compris tout de suite, notamment avec la Fermera, que la communication, d'abord c'est un devoir pour nous, hein, c'est le monopole du procureur de communiquer sur les enquêtes judiciaires. On a tout de suite compris qu'il était indispensable de faire ce genre d'exercice parce que d'abord, c'était notre compétence. Si on n'avait pas fait, d'autres l'auraient fait à notre place, c'est plus mal. Et puis surtout, il y avait un besoin qui était entièrement légitime de la part de nos concitoyens de savoir ce qui se passait. Donc on l'a fait pour expliquer de façon objective, effectivement, les tenants, les aboutissants des enquêtes en cours, hein, avec notre éthique, hein, donc en respectant la présomption d'innocence, la confidentialité des investigations, la dignité des victimes, etc. Et puis on a pris en compte, ça c'est venu un petit peu plus tard, le côté rassuré. Et effectivement, ça renvoie tout à fait à ce que vous disiez. Il y a un côté gestion des peurs dans cet exercice, où tout en assurant la compétence que la loi vous a donnée, communiquer sur les enquêtes judiciaires, on s'aperçoit que ça permet aussi de montrer que l'État, à travers sa composante justice, remplit son rôle, met des mots sur les choses, met les choses en perspective, raconte une histoire et permet effectivement à tout un chacun de se rendre compte que la justice est là, qu'elle remplit son office, hein, et qu'il n'y aura pas besoin effectivement de vengeance privée. Hein. On va nommer les coupables, hein, ou les mises en cause, hein, puisqu'on est encore à un stade d'enquête ou d'instruction. Et ça, je pense que ça
ça a fait beaucoup de bien dans l'inconscient collectif et que ça a pu effectivement rassurer, parce que ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de démonétisation, de décrédibilisation de la parole du politique. Quand un magistrat prend la parole, a priori et en principe on le croit, et on croit ce qu'il dit. Donc sa parole a de la valeur. Avec le risque peut-être qu'on se soit dit finalement la justice, c'est le parquet. Oui, mais vous avez tout à fait raison, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut se demander pourquoi c'est le parquet. C'est un peu la face immergée de l'iceberg. Ben, c'est le parquet parce que d'abord il est magistrat, donc il va le faire avec une éthique. C'est le parquet, c'est pas le juge, parce que en communiquant, le parquet, j'allais dire, il s'expose, et donc par contre-coup, il va protéger le juge. Je pense que le juge, au regard de sa fonction et de l'impartialité qui doit rester la sienne en permanence, il ne faut pas qu'il s'expose et qu'il puisse se trouver en difficulté en racontant l'affaire dont il s'occupe. Alors vous me direz, on pourrait trouver un autre juge, un juge honoraire, ou un juge qui ne s'occupe pas du dossier pour parler de ça. Mais non, le parquet, c'est celui qui connaît le dossier. Et pour communiquer, pour parler, il faut savoir de quoi on parle. Et le parquet, il dirige l'enquête, donc il connaît tous les enjeux, les tenants et les aboutissants. Donc je pense que vraiment, c'est effectivement la meilleure formule. Hein. Après, il doit le faire avec un code et un code éthique. Hein. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a un code éthique. Ben, c'est l'article préliminaire du Code de procédure pénale, hein, c'est le respect de la présomption d'innocence, c'est le respect de l'identité des victimes, et puis c'est surtout s'attacher à respect. Il y a des choses qu'on peut dire dans un point presse, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, parce qu'il faut protéger le secret des investigations. Mais là, parce qu'on est qu'en principe, puis on est tous d'accord, mais après concrètement, est-ce qu'il y a des modus qui ont été mis en place, des directives, des choses un petit peu concrètes pour guider les procureurs dans cet exercice de communication? Moi, j'ai jamais fait un point presse sur la base d'une quelconque directive ou instruction du ministère de la Justice. Non, ça, c'est un autre sujet. Non, ce serait de dire que les procureurs entre eux se sont donnés un petit mot. Alors, si vous voulez, il y a des exercices maintenant, il y a des formations. Le ministère a organisé du média training pour apprendre aux procureurs à travailler avec la presse. Mais après, c'est un exercice, effectivement. Moi, j'ai appris sur le tas, progressivement. C'est toute une méthode qu'on va construire progressivement sur la construction du point de presse. Chacun a sa méthode. Hein. Moi, j'écrivais tout. Et j'écrivais tout sur la base d'un travail collectif. Hein. À Paris, c'était 6 ou 7 collègues. On travaillait tous ensemble. Ça prenait des heures et des heures pour arriver à un produit fini qui soit convenable. Mais il n'y a pas de recette miracle. Hein. Non, il n'y a pas de recette miracle. Au fond, je vous posais la question, vous savez, on dit pour les enseignants, est-ce qu'on apprend à enseigner sur le tas ou est-ce que c'est bien d'avoir des éléments de pédagogie? Aujourd'hui, il y a des éléments de pédagogie à travers ces sessions de média training. Moi, dans mon cas, j'ai appris tout seul, puisque j'ai fait une demi-journée de média training après X point presse, donc en réalité, j'ai appris à communiquer tout seul. Oui, mais après, voilà, quand on sait le faire, De Gaulle a appris tout seul aussi, voilà, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas la même réflexion. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau du ministère là-dessus, et il y a beaucoup de procureurs qui sont aujourd'hui bien formés, et on voit d'ailleurs que, je pense qu'il y a une communication de qualité au niveau des collègues aujourd'hui quand on regarde les points de presse. Oui. Mais ça a pu être inégal par le passé. Parfois des interventions où on peut avoir l'impression qu'elles sont à contre-temps. Vous avez évoqué, vous dites, j'ai jamais pris mes directives au ministère. Alors évidemment, c'est le sujet sensible, le ministère public, vous parlez au nom de la société, mais c'est quand même l'État qui tient la société civile. Donc oui, est-ce que l'État vous dit ce qu'il faut dire? Non. Moi, j'ai toujours décidé mes points de presse tout seul. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un point de presse parce qu'on m'a demandé de le faire. Je l'ai décidé seul. Quand je le décidais, j'avisais bien évidemment ma hiérarchie et le cabinet du ministre. Et sur mes éléments de langage, ça plaisait pas forcément à tout le monde. Je les envoyais en général 5 minutes avant la conférence de presse au procureur général et au cabinet du garde des Sceaux. Donc je n'ai jamais modifié des EDL à la demande de qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que j'avais des liens un peu particuliers avec le ministre de l'Intérieur, avec qui on était souvent en lien, mais qui par contre, lui, plusieurs fois, m'envoyait ces éléments de langage pour que je puisse dire si ça convenait en termes de respect de la spécificité du judiciaire avec Bernard Cazeneuve. Là, c'est inversé. Les instructions
en dehors des points presse, les instructions sur les enquêtes. Légende ou réalité, ou c'est du passé, on en est où? Parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup. Je pense qu'il y a un avant et un après la loi du 25 juillet 2013. Je pense qu'il y a eu des instructions avant, qui étaient en général, pour ce qui est des instructions écrites positives, c'est-à-dire de poursuite. Moi, j'en ai vécu quand j'étais au ministère de la Justice, mais des instructions de poursuite, vraiment, pas des instructions de classement, hein, elles qui n'ont pas lieu d'être. Alors, il y a l'écrit, il n'y a pas l'écrit. Tout le monde sait qu'il y a des choses qui ont pu se passer, notamment au téléphone. Hein. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a eu la loi du 25 juillet 2013, et pour l'avoir vécu, la loi du 25 donc qui interdit aux gardes des Sceaux de donner des instructions dans les affaires individuelles. J'étais à l'époque procureur de Paris, je n'ai plus jamais, en aucune façon, subi de pression de la part du politique sur la conduite des affaires que j'avais au parquet de Paris. Et j'ai agi avec une liberté, une indépendance qu'on aurait du mal à imaginer. Oui, effectivement, qu'on a du mal à imaginer parce qu'on se dit, mais vraiment, c'est pas du tout. La question est ouverte et elle est sincère, mais on se dit que dans les fonctions que vous exercez, que vous avez exercées, il y a des dossiers extrêmement sensibles qui intéressent nécessairement la vie politique et qu'on se dit que, évidemment, qu'il y a des pressions, en tout cas des choses qui s'entendent. Comment on résiste? Alors, encore une fois, moi, je n'ai jamais eu de pression au niveau du parquet de Paris politique, hein, j'entends de quelque ordre qu'elle soit, par rapport à des initiatives que j'ai prises en matière économique et financière. Par contre, je m'inscrivais dans une relation hiérarchique normale. Vous avez un procureur général qui est là, qui lui a la possibilité de vous donner des instructions. Donc chaque fois que je prenais une initiative, je ne veux pas citer d'affaires, mais je suis saisi par un article de presse extrêmement détaillé sur des faits qui sont susceptibles de constituer des infractions économiques et financières, mais j'allais le voir, je lui disais, c'est le procureur général, j'envisage de faire ça, donc je le tenais au courant, c'est tout, et puis j'écoutais ce qu'il avait à me dire, et puis chaque fois j'ai ouvert mon enquête dans les conditions que j'avais déterminées, donc encore une fois, après, ça renvoie aussi, derrière tout ça, si vous voulez, ça renvoie aussi à l'indépendance, il y a une double dimension. Hein. Alors ça, peut-être que, juste, on pourra peut-être en parler après, juste en restant sur ce sujet, est-ce que la dissémination du parquet, avec le parquet financier, les différents pôles, peut pas avoir pour effet indirect de permettre des directives qui passent outre les hiérarchies? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Oui. Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai jamais travaillé dans ces parquets spécialisés. Je pense que c'est un risque, à mon avis, qui est très théorique. Hein. À mon avis, les collègues, ils sont compétents, ils sont indépendants sur ces choses-là, ils sont là pour appliquer la loi et veiller à son application. Je pense par contre que j'ai vécu une époque, moi, au parquet de Paris, qui était particulièrement intéressante, parce qu'à l'époque que j'ai connue, le procureur de Paris avait la main sur l'ensemble du contentieux aujourd'hui du parquet national antiterroriste et des compétences du PNF. Donc j'avais la main sur tout et je pense que ça donnait au procureur de Paris un poids et une consistance qui était particulièrement intéressante parce que ça lui permettait véritablement de faire des grands choix. Il n'y avait pas de problème de conflit de compétences entre le parquet de Paris et des parquets spécialisés. Tout était à la main du procureur de Paris qui décidait comment l'affaire serait traitée et par qui. Et ça, c'était quand même extrêmement confortable. Et puis, je pense que ça donnait effectivement un poids et une importance qui allait dans le sens, finalement, de la préservation de l'indépendance. Et pourquoi on sépare après? Parce que je pense que ça renvoie à un mouvement qui excède largement aujourd'hui le national français. C'est qu'il y a une tendance de plus en plus marquée en Europe, dans une grande partie du parquet européen, de spécialiser.
Et effectivement, il y a tellement de dossiers et il requiert tellement de spécialisation qu'il y a une tendance à créer des parquets spécialisés. On a le cas en Espagne, on a le cas en Belgique, on a le cas en Allemagne, on a le cas en Suisse. Oui, donc ça peut permettre aussi une meilleure coopération. Oui. Mais tous les systèmes ont leurs avantages et les inconvénients. Ouais.